Buenas tardes. Quisiera agradecer a la organización de la Bienal del Pensamiento, en particular a Xavier Fina, que es quien nos ha invitado, también a todos los y las técnicos, todas las personas que han estado a cargo de la producción y muy especialmente a la traductora que hará posible nuestra comunicación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, muy especialmente a Jacques Rancière por acoger amablemente esta invitación y por toda su generosidad. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí conocemos su trabajo, pero para quien no conozca o no tenga situado quizás su pensamiento, es un filósofo francés que desde sus primeras investigaciones no ha dejado de preguntarse qué puede querer decir emancipación hoy, partiendo del supuesto de la igualdad como punto de partida. Sus investigaciones abren nuevas perspectivas para repensar la filosofía, la política, la pedagogía, las literaturas y las prácticas artísticas. Sus publicaciones son numerosas. No voy a hacer la lista de las publicaciones, sino solamente decir que me parece que disponen condiciones materiales para que cada quien pueda realizar su propio camino y articular su propia búsqueda. Su último libro acaba de ser publicado hace casi un mes, Au loin de la liberté, Essai sur Chekhov, y creo que da cuenta precisamente de que su pensamiento se encuentra en pleno desarrollo. La sesión de hoy la hemos titulado La imaginación en disputa y en general pensamos que abundan los discursos críticos que no cesan de diagnosticar cierta atmósfera de agotamiento, de fin. Es verdad que los discursos del fin no son nuevos, al menos desde los años 80 que es habitual oír distintas dramaturgias del fin de los tiempos, del fin de la historia, pero sobre todo el último tiempo se ha intensificado insistir en nuestra complicidad con los modos de opresión, argumentando que nuestra servidumbre es voluntaria. Y en este contexto, parte del pensamiento crítico podríamos decir que ha adoptado una actitud culpabilizadora que no parece contribuir demasiado a crear condiciones de posibilidad para pensar otros mundos comunes. Sin embargo, el ejercicio crítico quizás debiera preocuparse más por trabajar sobre esta imaginación antes que seguir anunciando su fin. En ese sentido, la manera o la forma que vamos a dar a la intervención de hoy es la forma de un diálogo en la que venimos trabajando desde hace un tiempo y que intentaremos acotar todo lo que podamos en esta hora que nos han cedido y de la que disponemos. Y la primera cuestión que yo le planteaba a Jacques Rancière es que usted ha trabajado mucho, a mi parecer, en esta dirección, explorando el potencial crítico de la ficción en la configuración de escenas de litigio común, disputando el orden de lo establecido y sus lógicas identificadoras. Y desde esta perspectiva, usted se ha propuesto pensar sobre el potencial que tienen las apariencias, por ejemplo, en la construcción de nuevos imaginarios y en la creación de otras formas y modos de existencia. De hecho, en este último libro que ahora estaba mencionando, hago una pequeña cita. Usted dice, la servidumbre no es la sumisión de los hombres del pueblo a los representantes de un orden, sino su común sumisión a la repetición de lo mismo. No a la obligación de obedecer, sino la imposibilidad de imaginar que las cosas pueden ser diferentes de lo que son. Y en ese sentido hay, quizás solo es mi lectura, pero me ha parecido que evidentemente si bien el acontecimiento no se puede prever, no se puede predecir, no sé si podríamos afirmar que se puede trabajar
o no desde luego con una expectativa o un objetivo definido, pero sí desde ciertas subversiones cotidianas poder trabajar las condiciones de su posibilidad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Merci à Javier Fina. Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de cette session et à toutes celles et tous ceux qui sont ici. Bon, comme vous citez mon livre sur les récits de Tchekhov, j'en partirai pour peut-être poser la question. D'abord, la question de la servitude. Tchekhov écrit peu de temps après l'abolition du servage, et il écrit dans une Russie qui est soumise à l'autocratie. Il écrit aussi dans un temps où se créent, disons, les partis ouvriers qui sont destinés à la libération du prolétariat. Et lui-même, il est petit-fils de Sèvres. Et pourtant, la servitude chez lui, dans ses récits, ça n'est jamais, au fond, la soumission à un pouvoir extérieur. Ce n'est pas le talon de fer de la domination. La soumission, chez lui, enfin la servitude, c'est d'abord le consentement à simplement un cours du temps qui ne cesse de se reproduire à l'identique. Donc, c'est pas, disons, ce qu'on entend souvent aujourd'hui quand on parle vraiment du désir de servitude, du désir d'être humilié. Il y a toute une rhétorique un peu sadomasochiste autour du désir d'asservissement et qui voudrait un peu comme expliquer, disons, l'atonie actuelle par rapport aux formes de domination. Mais non, Tchekhov nous dit non, c'est simplement la force de l'habitude et la crainte que quelque chose change. Parce que la servitude, c'est un temps où on sait ce qu'il y a à faire et on sait comment le faire. Bon, et pourquoi est-ce que les gens s'effrayent en quelque sorte de sortir de ce temps de la servitude? Parce que le temps de la liberté, c'est le temps où finalement il faut essayer de sauter dans l'inconnu, essayer de faire ce qu'on ne sait pas faire. Et je crois que ça pourrait être une bonne définition, une des bonnes définitions de l'imagination. L'imagination, c'est le pouvoir de faire, ou au moins d'essayer de faire ce qu'on ne sait pas faire. Bon, pour en rester encore un moment avec Tchekhov, cette conception, au fond, détermine sa distance avec le grand rêve de son époque, qui est le rêve, au fond, du salut par la connaissance. L'idée que, au fond, la situation des opprimés va s'améliorer ou se transformer par l'usage de la connaissance. Alors, à l'époque, il y a la vision réformiste, il y a toujours des gens chez lui qui veulent créer des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques pour finalement transformer en quelque sorte la conscience des dominés. Et puis, bien sûr, il y a la version révolutionnaire, c'est-à-dire la science de l'évolution historique qui doit armer les combattants pour renverser la domination et pour changer les bases mêmes de la société. Or, bon, par rapport à ça, disons, au fond, Tchekhov, même s'il n'est pas philosophe, a une espèce de réponse, des réponses assez radicales. Cette réponse radicale, c'est la connaissance du fonctionnement de la société ne produit pas la révolte, elle produit le consentement. Bon, il y a une nouvelle célèbre de Tchekhov qui s'appelle Salle 6. Donc la salle 6, c'est la salle des fous dans un hôpital de province en Russie. Et disons, l'histoire est celle d'un médecin qui s'appelle Ragin et qui, à la fin, va être lui-même enfermé comme fou dans son propre hôpital. Bon, ce qui est intéressant, c'est que Lénine, apparemment, est dit avoir lu ce récit, Salle 6, et en avoir tiré, au fond, précisément une vision, en quelque sorte, de la situation de la Russie, comme la situation insupportable qu'il fallait changer. Mais Tchekhov, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se concentre sur le comportement du médecin, du savant, donc le docteur Ragin. Si finalement il finit comme fou dans son propre hôpital, c'est que dès le début, en quelque sorte, il a démissionné par rapport à sa mission. Pourquoi il a démissionné ? Parce que précisément,
Enfin, il connaît la société, quoi. Il dit, bon, un hôpital comme le nôtre, au fin fond de la province, on n'a rien de ce qu'il faut, tout le monde vole, personne s'en occupe, de toute façon, ça sert à rien. Par conséquent, bon, c'est pas la peine de faire croire aux gens qu'on va les guérir. C'est pas la peine de s'imaginer qu'on est là pour soigner les gens. Bon, et effectivement, on peut dire que c'est cette démission, en quelque sorte, qui est au centre du récit, quoi. Au fond, le thème, c'est sur le discours de Ragin, c'est la société tout entière est responsable, rien ne changera jamais, donc, tant que tout n'aura pas changé. Donc voilà, bon, qu'est-ce que nous dit Tchekhov dans ce récit? Le problème, le point décisif, c'est pas la connaissance, c'est le régime affectif dans lequel la connaissance est prise. Or, la connaissance de la servitude est prise elle-même dans le même régime affectif par lequel la servitude ne cesse de se reproduire. Le régime affectif de la servitude, on peut dire, c'est trois choses. Premièrement, le savoir. On sait comme on sait finalement, on sait qu'il n'y a rien à faire, quoi. C'est deuxièmement la peur, la crainte de ce qui pourrait arriver si on changeait les habitudes. Et troisièmement, c'est la honte d'avoir peur, et finalement de se soumettre parce qu'on a peur, quoi. Donc, au fond, ce que propose Tchekhov à travers ses récits, c'est au fond une révolution des affects eux-mêmes. Ce qu'il faut développer, c'est la capacité des humains à répondre aux appels de la liberté. Parce que la liberté est loin, mais en même temps, elle apparaît. Il y a des moments où elle fait signe de loin. Il y a des brèches du temps, et il faut savoir saisir ces brèches du temps. Et ces récits sont souvent construits comme ça, à savoir autour de petits moments, de moments où finalement tout est comme d'habitude et quelque chose se passe, presque rien, mais ce presque rien crée une espèce d'ouverture, une ouverture où on pourrait s'engouffrer pour se lancer dans l'inconnu de la liberté. Bon, alors, vous me direz quel rapport avec le présent? Bon, je pense qu'il y a quelque chose comme une sorte de rapport de symétrie, quoi. Tchekhov vit avant la grande entreprise de la révolution marxiste. Nous vivons, on peut dire quand même, après. C'est-à-dire, quand je dis nous, ici, d'abord, j'entends les sociétés occidentales. Sociétés occidentales où, effectivement, on peut dire que, majoritairement, on se soumet sans violence. Et effectivement, on se soumet parce que finalement, on est mis un peu sous le régime de la peur. Il n'y a qu'à penser au concept clé de nos gouvernants, qui est le concept de insécurité et sécurité. D'une certaine façon, au fond, on peut dire le régime, en quelque sorte, c'est pas un régime d'effroi, on ne nous fait pas peur, on ne nous terrorise pas, mais on nous dit effectivement toujours que, oui, là, on est toujours sur le bord, l'insécurité nous menace. Donc, il y a la peur, et puis il y a la honte. Effectivement, disons, on peut dire qu'on se soumet misérablement à un pouvoir qui est misérable, et on a honte. Et finalement, c'est pareil, d'une certaine façon, la honte entretient elle-même, on peut dire, au fond, la servitude. Et on peut dire qu'il en est de même aussi, finalement, de la connaissance. Et d'une certaine façon, on pourrait dire, d'une façon un peu provocatrice peut-être, que la science sociale, aujourd'hui, est un petit peu dans la situation du médecin Ragin, dans les récits de Tchekhov. C'est-à-dire que la science sociale, c'est tout. Elle nous enseigne tous les jours toutes les formes de la domination. Elle nous explique tous les enchaînements de causes et d'effets qui font que la situation est ce qu'elle est et que nous sommes ce que nous sommes, quoi. Or, en même temps, disons, ça produit jamais rien, quoi. Ça produit jamais rien parce que c'est pris, on peut dire, dans un double affect, quoi. D'abord, il y a finalement la satisfaction de savoir. On sait comment la société fonctionne, on sait finalement quelles sont toutes les formes de la servitude et éventuellement on est content de les savoir et de pouvoir les apprendre aux ignorants qui les ignoreraient. Ou bien, disons, c'est déjà un peu mieux, on sait, mais en même temps on sait que le savoir ne sert à rien, quoi. Donc voilà, moi, disons, ce qui m'intéresse, si vous voulez, j'ai pas du tout écrit le livre sur Tchekhov pour ça, quoi. Mais après l'avoir écrit, je me suis dit, il y a effectivement quelque chose qui touche véritablement à la façon dont la soumission fonctionne aujourd'hui dans nos sociétés, encore une fois,
nos sociétés occidentales. À savoir, il y a une espèce de consentement qui se reproduit automatiquement par la peur, par la honte, par le savoir. Et puis, il y a des brèches. Quelquefois, il y a des brèches, effectivement, et qui partent souvent de rien ou de presque rien. Bon, tout le monde a en tête, disons, finalement, les événements presque insignifiants qui ont conduit un petit peu au grand bouleversement qu'on a connu depuis, disons, 2010 dans le monde. On sait que la plupart du temps, c'est parti de presque rien. Bon, augmentation des tarifs des transports, augmentation de l'essence, ou même quelquefois quelque chose comme ce qui s'est passé à Istanbul avec l'histoire de Gezi Park, quoi. Simplement le projet d'un gouvernement qui veut transformer en quelque sorte en espace utile un parc qui finalement ne sert qu'à la promenade et à perdre son temps, quoi. Donc voilà, il y a effectivement, on peut dire, des moments où un presque rien fait appel, crée des brèches. Et effectivement, on peut dire qu'on a connu de ces moments, malgré tout, on peut dire qu'il y a des collectifs entiers qui se sont en quelque sorte engouffrés dans ces brèches. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on pouvait effectivement suspendre le temps de la domination, qu'on pouvait aussi reconfigurer l'espace où cette domination s'exerce, quoi. Et donc, bon, voilà, c'est ce qu'on a vu dans tous les mouvements des places, bon, les mouvements nuit debout, bon, les indignés, bon, et tous ces mouvements, quoi. C'est-à-dire qu'il y a véritablement ces espèces d'appels de la liberté, et au fond, bon, il y a encore une fois peut-être quelque chose dans la dramaturgie, en quelque sorte, de ces moments disons, d'insurrection qu'on a connus depuis les années 1910, effectivement quelque chose qui ressemble un petit peu à la dramaturgie, encore une fois, des récits de Tchekhov, le presque rien qui fait que, en même temps, tout est en quelque sorte en bascule, parce que précisément, les petites mesures de rien du tout que prend le pouvoir sont en même temps une manière de dire que nous ne sommes rien, et que, bon, voilà, et que le monde est partagé entre ceux qui savent ce qu'il faut faire et ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, bon, on dirait qu'il y a cette similitude en quelque sorte, bon, entre ces scénarios. On sait bien sûr que tous ces mouvements, tous ces mouvements dont je parle, ils ont échoué. Pas parce que les gens ont eu peur de la liberté, comme dans les récits de Tchekhov, où la plupart du temps les gens d'emblée refusent en quelque sorte l'inconnu. Je pense qu'ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'il y a, au fond, toujours, finalement, dans ce grand saut, au fond, de l'imagination de la liberté, un moment où précisément on ne sait plus ce qu'il faut faire. Il faudrait quelque chose de plus pour qu'en quelque sorte on sache ce qu'il faut faire. Donc l'imagination, en principe, c'est le pouvoir de faire ce qu'on ne sait pas faire. Et en même temps, il y a un moment, je pense, où on recule en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus maintenant? La plupart des grands mouvements qu'on a connus, effectivement, ces 15 dernières années, ont connu ce moment en quelque sorte où on a peur parce qu'on ne sait plus finalement qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi. En France, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils espéraient, c'est que Macron démissionnerait. Mais si Macron démissionnait pas, on savait plus finalement quel était le pas à faire en plus, quoi. Donc voilà, mais en même temps, donc je crois que ce qui est important, moi, à mon avis, ce que ces mouvements nous apprennent, c'est quelque chose effectivement qui est fondamental, à savoir que l'imagination, c'est peut-être d'abord une affaire de temps. L'imagination, c'est disons, le fait de sortir en quelque sorte d'un temps, un temps continu qui peut dire organisé par la domination, mais organisé par notre consentement. Et l'imagination, c'est quoi? Au fond, c'est d'abord non pas le fait de faire des images, de faire des projets, d'avoir des grands projets, des plans, des idéaux, des rêves et ainsi de suite. L'imagination, c'est d'abord en quelque sorte la capacité d'ouvrir un autre temps, de sortir en quelque sorte de ce temps rectiligne de la servitude, de se saisir en quelque sorte des occasions d'ouvrir d'autres formes de temporalité. Parce que, encore une fois,
puisqu'on va parler d'imagination, d'image, aujourd'hui, on voit bien que la question, malgré tout, de la domination aujourd'hui, elle passe pas par le fait qu'il y aurait trop d'images, qu'on serait noyé, mais elle passe par le fait qu'on n'a pas le temps, quoi. Il faut avoir le temps, en quelque sorte, de sortir du temps dominant. Et c'est-à-dire, effectivement, au fond, de constituer une autre gestion du temps. On sait que disons, un mouvement émancipateur, c'est un mouvement, on peut dire, qui en quelque sorte à la fois ralentit et accélère, quoi. Il ralentit, ça veut dire qu'il stoppe. À un moment donné, on arrête en quelque sorte le cours normal des choses, on s'installe dans la rue, on s'installe dans les ronds-points comme les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on transforme véritablement un espace qui est destiné à rien, sinon à circuler, à un espace de vie collective, quoi. Et en même temps, on sait que créer ces espaces-là, ça veut dire vont s'obliger à une espèce d'accélération. Au fond, tout mouvement est comme une espèce de course de vitesse. Voilà, je crois que c'est peut-être pour moi un petit peu la chose que je voudrais mettre peut-être en valeur pour répondre à votre question et peut-être pour dire pourquoi même, disons, des vieilles histoires de Tchekhov peuvent avoir, disons, une importance dans un temps comme celui-ci. Sí, muchas gracias. De hecho, justamente en una parte, ¿no?, del mismo libro dice que Chekhov no se rinde y que persiste en acompañar a sus personajes hasta esos bordes donde sus vidas pueden cambiar, donde sus vidas pueden bascular. Y bueno, cada uno de los campos que iba abriendo, ¿no?, como este vínculo entre sentimiento y conocimiento, la revolución del régimen afectivo, toda esa tensión entre cómo se introduce en las formas de dominación actual, en la tensión entre seguridad e inseguridad, abrirían muchas otras preguntas, pero pensaba al hilo de esto último que mencionaba, que se trata de abrir, ¿no?, o de interrumpir cierta regularidad o cierta imagen condensada del tiempo, pero en su trabajo vemos también cómo no basta la interrupción, sino que es muy importante también el componer, el tejer, el configurar esas nuevas formas de organización de la vida. Y ahí, si bien ahora estamos hablando de la literatura, que me hace preguntarme cuáles son nuestros relatos, cuáles son los relatos contemporáneos que podrían acompañar a esas vidas a bascular, me pregunto también qué lugar juegan las imágenes en esos modos de nuevas consistencias imaginarias y de interrupciones del tiempo, sobre todo cuando tienen un papel tan preponderante de la organización de nuestra vida cotidiana, en la configuración del espacio público, creando toda una suerte de economía de lo visible, ¿no?, que produce una disposición. La cuestión no es tanto cómo estamos frente a las imágenes, sino cómo las imágenes nos hacen circular, cómo estamos entre ellas, obviamente bajo el entendido que la noción de economía no remite solo o no remite en primer término a lo monetario, sino a una organización de la vida cotidiana y la regulación de sus intercambios, que es mucho más amplia y más compleja. Entonces, en ese sentido, en esta alteración de los regímenes afectivos y en esta sumisión por los regímenes afectivos de este miedo y vergüenza de tener miedo, que de alguna manera nos impide muchas veces imaginar esos posibles que están tan clausurados en el mundo contemporáneo. ¿Qué papel pueden jugar las imágenes en estos procesos de articulación de lo sensible y cómo pueden dejar de ser obstáculos, ¿no?, en estos modos de relación? Peut-être que ce que vous appelez économie au sens large, ça correspond un peu à ce que j'appelle partage du sensible, c'est-à-dire au fond la manière dont on peut dire nos capacités de voir, de penser, d'agir sont en quelque sorte prises dans un réseau prédéterminé de formes de perception, de procédures de signification et de régimes d'affect qui produisent un certain sens du réel et donc aussi un sens du possible et évidemment de l'impossible.
Bon, c'est proprement, je crois, ce qui fonctionne dans nos sociétés, et c'est ce que j'appelle, moi, le régime du consensus. Bon, le consensus, je le rappelle, pour moi, c'est pas le fait que des gens qui ont des intérêts, des opinions, des valeurs différentes se mettent d'accord pour essayer de trouver des solutions pour résoudre les problèmes qui se posent à tous. C'est d'abord la détermination même de ces problèmes eux-mêmes. C'est au fond l'accord préalable, en quelque sorte, sur la réalité qui détermine les données du problème et par conséquent, bien sûr, les solutions. Et au fond, là, le système du consensus consiste toujours à dire, oui, bien sûr, mais pour choisir, il faut d'abord étudier les données du problème. Et une fois qu'on a étudié les données du problème, on se rend compte, bien sûr, qu'il y a finalement, bon, il y a une seule solution qui est possible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une seule réalité possible. Et disons, par conséquent, il est bien évident qu'il n'y a qu'à suivre, en quelque sorte cette réalité. Donc voilà, le consensus, c'est vraiment un régime de perception, de signification, un régime en quelque sorte qui détermine aussi un régime d'affect, quoi. Voilà. Et en même temps, disons, ça suppose quelque chose de préalable, à savoir un certain régime d'adéquation des mots et des choses, des formes visibles et des mots qui les commentent, qui disent ce qu'elles montrent, disons une forme d'adéquation préalable des événements et de leur signification. Et vous dire que le consensus, c'est quelque chose comme un régime de saturation, où en gros, on sait en quelque sorte quelles sont les données, on sait quelles sont les données, on sait quelle est la réalité, parce que d'abord, on sait finalement exactement ce que les mots désignent, on sait ce que les images montrent, on sait ce que les événements signifient, et ainsi de suite. Bon, donc, bon, il y a en quelque sorte, donc, au fond, si on pense à la question de l'imagination, on peut dire qu'il y a une fonction normale des images, parce que précisément, les images ne sont pas simplement des formes visibles, les images, ce sont des rapports entre des formes et des significations, ce sont aussi des manières de prendre des formes visibles dans des modes de présentation, dans un enchaînement, et ainsi de suite. Bon, ça, je crois que, pourquoi est-ce que je le rappelle ici? Parce que je crois qu'on n'est pas encore vraiment sorti d'une certaine manière de parler des images. En gros, la manière qui a été malgré tout en cours, disons en gros de Platon jusqu'à Guy Debord, ou du moins jusqu'à un certain Guy Debord. Voilà, c'est-à-dire que au fond, il y a toujours cette idée des images comme une espèce de déflorescence du visible, quoi, qui finalement, au fond, nous prendrait toujours au piège, parce que précisément, il y en a trop, que ça donne trop à voir. Ça veut dire par conséquent que les images toujours, ou bien nous tromperaient, disons, en nous faisant croire à des choses qui n'existent pas, nous séduirait en nous obligeant à désirer certaines choses, ou bien nous empêcherait de réfléchir en nous montrant des choses trop violentes, trop dures, et par rapport auxquelles on n'a pas de recul. Bon, pensez à tout ce qu'on peut dire depuis des années sur toutes les questions justement de tous les massacres qui ont lieu dans le monde, à savoir que, voilà, au fond, il faut pas se laisser impressionner par les images, il faut les comprendre, il faut les commenter. Il y a donc toujours, au fond, toujours présent parmi nous cette espèce de vieille idée, à savoir que les images sont dangereuses parce qu'il y en a trop. Et comme il y en a trop, il faut apprendre aux gens à les trier, il faut apprendre aux gens à les comprendre, et ainsi de suite. Donc, je crois que, il y a vraiment une espèce précisément de logique, et souvent, au fond, la logique qui veut être critique est exactement la même que la logique, en fait, dominante. C'est-à-dire, souvent, la critique, en quelque sorte, reprend les termes de la logique consensuelle en nous disant, mais attention, le pouvoir nous montre ces images, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière, il faut comprendre comment on cherche à nous séduire, il faut comprendre comment on cherche à nous empêcher de réfléchir. Bon, je crois que vraiment, il faut sortir peut-être, il me semble, qu'il faut sortir vraiment de cette espèce au fond, de vision, disons, qui, en gros, pour moi, ne fait que, au fond, reproduire, réfléchir, au fond, la vision du monde de ceux qui, au fond, produisent ces discours, quoi. Et on voit bien que cette vision du monde, c'est une vision du monde qui,
en gros, malgré tout, coupe l'humanité en deux, quoi. Il y a des gens qui comprennent, et puis il y a des gens qui sont dans le monde du multiple. La multitude est dans le monde du multiple, c'est-à-dire dans le monde des images. Elle ne comprend pas les images, elle ne sait pas ce qu'elle voit. Bon, et ainsi de suite. Et donc, il faut toujours corriger, quoi. Bon, je crois que véritablement, bon, il faut défaire cette espèce d'alliance, en quelque sorte, entre une certaine idée de la critique et le fonctionnement même du consensus. Parce que le consensus, précisément, passe son temps à nous dire qu'il faut faire attention aux images, il ne faut pas se laisser tromper par les images, il faut savoir les accompagner, savoir les comprendre. Bon, voilà. Et donc, voilà, bon, je crois que, disons, il faut arriver à sortir de cette logique-là, quoi. C'est-à-dire à dire d'abord, c'est pas vrai qu'il y ait trop d'images. C'est pas vrai qu'il y ait trop d'images au sens où on entend habituellement, quoi, que la télé, les médias sociaux nous montrent trop d'images. Le problème, c'est plutôt qu'il y a trop d'images, en quelque sorte, qui sont, en quelque sorte, comme vidées de leur matérialité, qui sont, en quelque sorte, réduites à leur signification. Bon, ce qui fait que quand les gens nous disent que vraiment les écrans nous aveuglent, nous noient dans la matérialité des images, etc., je dirais non, c'est pas vrai. Les écrans ne nous noient pas dans le visible. Les écrans, en quelque sorte, ils ont vu pour nous, ils ont assimilé pour nous, et finalement, disons, leur principal travail n'est pas un travail finalement de production d'images, mais il y a plutôt un travail de restriction d'images. Bon, c'est la logique du consensus. Il faut toujours restreindre, quoi. Il faut qu'il y ait juste, au fond, qu'il n'y ait pas d'autre visible que le visible dont on a la maîtrise, dont on sait ce qu'il veut dire, quoi. Par conséquent, je dirais que, pour moi, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, peut-être plus autant maintenant, d'une certaine façon, peut-être le rôle des images aujourd'hui est un rôle un peu paradoxal, non pas de dissoudre la matière dans sa compréhension, mais au contraire, au fond, de rematérialiser au fond, le monde, de redonner en quelque sorte de la matérialité aux choses, aux êtres et aux situations, quoi. Et bon, bon, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, bon, il y a une espèce la logique de l'écran est une logique de dématérialisation. Bon, c'est-à-dire que tout le visible est transformé en information, et à la limite même, les écrans nous disent qu'il n'y a plus de réalité, qu'il n'y a plus qu'une seule réalité, qui est la réalité écranique, qui est finalement la réalité qui est l'immatérialité, quoi. Il y a une espèce en quelque sorte, d'imagination dominante, on peut dire, qui nous dit que il n'y a plus que de l'immatériel. Bon, on peut penser notamment à tout ce qui a été dit sur le capital immatériel. Et là encore, il y a comme peut-être une espèce de complicité un peu entre des propos critiques et puis finalement la vision dominante, quoi. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de penser au travail d'artistes qui ont cherché au contraire à rematérialiser en quelque sorte ce qui était censé être précisément devenu entièrement immatériel, quoi. Bon, je pense bien sûr au travail, disons, de l'artiste américain Alan Sekula, pour essayer de nous rappeler, bon, par ses photos, ses vidéos, ses films, ses installations, qu'il y avait une matérialité, disons, persistante du capital, quoi. Que le capital, c'était pas devenu simplement de l'information, c'était pas simplement quelque chose qui circulait sur des écrans, mais c'était des produits solides qui circulaient dans des containers, et, disons, sur la mer. C'était des usines qu'on démontait en Californie pour aller les reconstruire, disons, en Chine ou quelque part au Extrême-Orient, où le travail est moins cher, et ainsi de suite, quoi. Bon, je pense aussi, par exemple, à l'installation qu'avait faite Steve McQueen, autour évidemment de la question, précisément, encore une fois, disons, des matériaux de la communication, la communication immatérielle. Bon, à savoir, bien sûr, disons, le travail, disons, des ouvriers et des enfants qui vont dans les mines du Congo pour extraire le coltan, et ainsi de suite. Donc, je veux dire que le travail je pense, en quelque sorte, de l'imagination, c'est un travail d'un côté qui peut-être redonne de la matérialité, peut-être là où on nous dit qu'il n'y en a plus, qui rappelle en quelque sorte ce visible qui constamment a tendance à s'évanouir. C'est aussi, je pense, un travail qui le remet en scène et qui redistribue en quelque sorte peut-être les partages. Bon, je pense, disons,
bon, disons, un cinéaste sur lequel j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai même parlé avec lui il y a bon, un certain temps, je me rappelle, à, à Barcelone, à l'Institut français, qui est donc Pedro Costa. Et bon, ce qui est intéressant dans Pedro Costa, c'est la manière dont, en quelque sorte, ces films vont remettre en question un partage plus ou moins établi entre finalement pour la chronique, la chronique de la vie comme elle est, et puis vraiment la mise en scène fictionnelle. Quoi. Bon, on connaît disons la phrase un peu terrible de Godard disons qu'en 1948, bon, les Israéliens entraient dans l'épopée et les Palestiniens dans le documentaire, quoi, comme s'il y avait précisément justement deux modes de présentation, quoi, un mode de présentation du réel nu, du réel brut, quoi, et puis un mode de présentation fictionnel, quoi. Ce qui fait que effectivement dans le partage du monde qui est au fond lié à la pensée dominante, enfin, au régime dominant de perception, bon, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, il y a ceux qui, et puis il y a ceux qui effectivement, on peut dire, voilà, vivent en quelque sorte dans le monde de l'action, et puis il y a ceux qui vivent en quelque sorte en dehors, qui sont uniquement, disons, obligés pour la chronique, pour le documentaire. Et bon, c'est intéressant, bien sûr, chez Pedro Costa, bon, bien sûr, il n'est pas le seul, mais c'est la façon dont il a pu travailler avec donc ces ouvriers donc migrants capverdiens qui sont venus un petit peu bon, travailler sur les chantiers du Portugal, bon, puis comme le travail manquait, ils sont plus ou moins devenus des chômeurs, des drogués, des trafiquants de drogue, un petit peu comme ça. Oui, quelque chose un petit peu comme des sous-hommes, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont, au fond, Pedro Costa met en œuvre une espèce de stratégie de renversement. C'est-à-dire que, disons, qu'est-ce qu'il fait? Au fond, ces films, ça a d'abord l'air d'être une espèce de chronique, c'est ce qui arrive tous les jours, et puis on se rend compte très vite que, non pas du tout, toutes les scènes sont des scènes construites par Pedro Costa avec donc avec sa petite troupe, on peut dire, de migrants capverdiens, des scènes qui sont construites, qui sont apprises, et au fond, où ces migrants deviennent quelque chose comme des acteurs, enfin, c'est-à-dire, et comme acteurs, ils reprennent en quelque sorte leur propre vie, quoi. Et bon, cette vie qu'ils ont plus ou moins perdue, même la dignité qu'ils ont perdue, ils la retrouvent en étant capables de dire leur vie, quoi. Ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de renversement qui fait que ces gens qui sont un peu comme enfoncés dans les bas-fonds, il y a un moment où ils sont en face de nous, en train de nous regarder, quoi. À la fin d'un des films de Pedro Costa, il y a comme ça un moment où les deux prolétaires qui sont ensemble se tournent vers le public, un peu comme au théâtre en quelque sorte. On n'est plus dans la logique du cinéma, ils sont comme face à nous, et au fond ils nous regardent. C'est un petit peu quelque chose comme au fond des personnages qui reviennent des enfers pour juger notre monde à nous, quoi. Bon, voilà, bon, ce sont des exemples. Je cherche absolument pas j'ai jamais cherché à dire qu'est-ce qu'il fallait que soit un bon art, parce que ça m'intéresse pas, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment on peut repenser aujourd'hui un rôle subversif, bon, si faible que soit-il, des images un petit peu, effectivement, un peu à distance de cette espèce de ronronnement, en quelque sorte, sur le spectacle et sur, disons, les gens qui sont pris dans le spectacle. Sí, en ese sentido también movimientos obreros de la primera mitad del siglo XIX, formación de la Comuna, Revolución de 1968, movimientos de ocupación reciente y movimientos insurgentes y de resistencia actuales. No basta con que esos acontecimientos se produzcan, ¿no? Sino que justamente necesitan esa reconfiguración, su puesta en imagen, como decía. Y ahí hay una cuestión en relación a no renunciar a la comprensión, ¿no? Porque es diferente hacer esta jerarquía del conocimiento o jerarquizar un proceso de transformación como si se basara en una toma de conciencia, a desplazarlo, a no renunciar a la comprensión. Hay algo que ocurre que quizás nunca había ocurrido de esa manera en las épocas anteriores que usted ha analizado profundamente, y es que nunca habíamos tenido tanta participación en las imágenes. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta posibilidad
posibilidad de participar, posibilidad técnica, digo, o quizás no, quizás justamente los dispositivos oprimen esa posibilidad, pero diríamos que hay ahí no hablo de democratización de los medios ni mucho menos, pero sí de una posibilidad quizás de participación en la creación de esas imágenes y cómo ahí en este sentido que desarrollaba ahora de ese rol subversivo que pueden tener las imágenes, ya no solo las imágenes del arte o las imágenes de prácticas, diríamos, no sé cómo llamarlas, quizás más profesionales, aunque quienes sean artistas aquí no se sientan tal vez cómodos con esa descripción, evidentemente, pero quería pensar sobre todo en esas prácticas, diríamos, más bastardas, por llamarlo de alguna manera, de producción de imágenes, en esta posibilidad de participar de esos procesos creativos. Oui, bon, bon, je crois que peut-être il y a, disons, on peut repartir, disons, de ce que je disais en réponse à la question précédente, bon, à savoir que, bon, disons, l'image n'est un obstacle à la compréhension un peu que dans la logique, finalement, dans la logique des maîtres, quoi. Et pour la notion même de compréhension finit par faire obstacle parce qu'elle trace une ligne de partage, bon, au départ. Bon, quand j'ai essayer de transmettre, disons, le message de l'émancipation intellectuelle de Joseph Jacotot, j'avais insisté sur ce fait, quoi. C'est-à-dire que, bon, on dit toujours, il faut apprendre aux gens à comprendre, quoi. Et Jacotot nous dit non, finalement, c'est le mot même de comprendre qui fait obstacle, en quelque sorte, qui empêche d'avancer, parce que ça trace une ligne de partage au départ entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Donc la question, je dirais, non, en revanche, la question, c'est le rapport des images qu'on produit, qu'on fait circuler, par rapport à un régime normal, c'est-à-dire un régime dominant de présentation et d'accompagnement des images. Bon, alors bon, peut-être, moi, je reformulerai un petit peu votre question, parce que, non, simplement, l'idée que les mouvements doivent être rendus visibles par leur reconfiguration esthétique, bon, pourrait faire croire que, au fond, il y a les mouvements qui sont de la réalité combattante, quoi. Et puis, il faudrait en quelque sorte un travail esthétique supplémentaire pour les faire apparaître, pour leur donner puissance, quoi. Bon, je ne pense pas que ce soit tout votre pensée, mais simplement, bon, je pense que c'est important de dire quoi? De dire qu'un mouvement émancipateur est toujours déjà par lui-même disons, un mouvement esthétique. Bon, esthétique au sens, bien sûr, où je l'entends, où esthétique ne désigne pas bon, la théorie de la beauté, le sentiment du beau, ou des choses comme ça, mais où esthétique désigne en quelque sorte bon, le cœur même de l'expérience sensible, à savoir bon, qu'est-ce qu'on peut percevoir, comment on peut le percevoir, comment on peut réagir à ce qu'on perçoit. Donc, je dirais en ce sens qu'un mouvement émancipateur est toujours, on peut dire, un mouvement bon, esthétique. C'est-à-dire, bon, il comporte toujours un moment dire, de reconfiguration du visible dans son ensemble, quoi. Bon, disons les grands mouvements que, encore une fois, pour rester on pourrait remonter bien sûr très loin, on pourrait remonter aux révolutions du 18e, 19e siècle, même pour rester simplement, disons, dans des exemples récents, quoi. Disons, les mouvements émancipateurs sont des mouvements qui reconfigurent en quelque sorte, peut dire, l'ordre même du visible. Parce que, bon, l'ordre du visible, il est plus justement, peut dire, construit à partir, en quelque sorte, d'un regard dominant, que ce soit le regard du prince dans les temps anciens, que ce soit le regard du présentateur télé dans les temps plus récents, quoi. Donc c'est un moment, on peut dire, où le pouvoir est déplacé. Le pouvoir est déplacé. Bon, et les grands mots d'ordre qu'on a connus souvent depuis 68, le pouvoir est dans la rue. Bon, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire on opère en quelque sorte une transformation sur la visibilité même de la rue qui perd sa fonctionnalité pour devenir autre chose. Ce n'est plus
voie de circulation pour des individus, c'est un lieu collectif, ou un lieu où un collectif se rend visible comme tel. Bon, voilà. Je parlais tout à l'heure aussi de ces fameux ronds-points des Gilets jaunes, un endroit où précisément on ne fait que passer. Or, ils se sont arrêtés, ils ont en quelque sorte construit, bon, mis des baraquements, mis des tentes, mis un lieu, à la fois un lieu de vie et un lieu de parole, là où il ne devait y avoir simplement que des gens qui tournaient, quoi. Donc, bon, et c'est également, disons, un mouvement émancipateur, un moment où précisément se rendent visibles ceux que normalement, on ne voit pas, c'est-à-dire ceux qui ne comptent pas, ceux qui ne sont pas considérés comme vraiment appartenant à ce qui mérite d'être vu, quoi, à ce qui mérite d'être compté, quoi. Donc, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il y a toujours une esthétique du mouvement lui-même, un potentiel de transformation des espaces et des temps, un potentiel de transformation de la place que des corps tiennent dans un espace, transformation finalement du cours même du temps, quoi. Donc, bon, il y a, on peut dire en quelque sorte une transformation esthétique globale, mais en même temps, cette transformation, disons, elle passe si constamment, on peut dire qu'elle est justement symbolisée, relancée, reconfigurée, bon, par une série justement de symboles, de performances, disons, ou en quelque sorte, on peut dire le mouvement, en quelque sorte, bon, résume en quelque sorte son cœur esthétique encore une fois, signifiant ce qui renvoie véritablement au partage du sensible et pas à l'œuvre d'art, quoi. Bon, j'ai commenté ailleurs, bon, le rôle qu'avait pu avoir, bon, la performance de Erdem Gündüz, donc sur la place Taksim, à Istanbul, quoi. Bon, il s'est arrêté pendant plusieurs heures en face du portrait d'Atatürk. Bon, là encore, on a quelque chose comme une espèce d'inversion en quelque sorte du regard, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a un portrait qui est censé en quelque sorte construire l'espace visible, l'espace perceptible d'une place, et puis il y a un mouvement, quelque chose qui s'arrête. Donc quelqu'un qui en quelque sorte arrête le temps et en même temps symbolise l'arrêt du temps normal que constitue le mouvement. Et puis il y a aussi un moment où on peut dire ce même performeur immobile, on peut dire il institue quelque chose comme un contre-champ où finalement le regard qui commandait la perspective se trouve mis hors champ, il est regardé et il ne regarde plus, quoi. Donc voilà, bon, je pense qu'on peut penser aussi à la manière dont dans les mouvements d'émancipation récents en Iran ont circulé les images, ont circulé les vidéos, ont circulé les paroles. Bon, je pense à toutes ces vidéos, voilà, qu'on a fait circuler. Bon, ces vidéos qui n'avaient rien d'artistique, quoi. C'était pas de l'art. C'était pas de l'art, mais c'était une manière de dire, bon, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est attesté, quoi, à savoir, par exemple, dans un lycée, bon, il y a un lycée de jeunes filles, disons, les élèves ont mis à la porte l'inspecteur qui était venu leur faire la morale, quoi. Bon, voilà, il y a quelque chose comme, là, on peut dire, il y a quelque chose comme véritablement une relance, une reconfiguration esthétique d'un mouvement qu'on peut dire qui est un mouvement politique, mais cette esthétique fait partie en quelque sorte du mouvement lui-même, quoi. Donc, c'est les images, bon, peu importe en quelque sorte leur qualité. L'important, c'est d'une part, elles témoignent de ce qu'il y a eu, en même temps, disons, leur circulation, leur vitesse de circulation, en même temps, fait partie, on peut dire, de la dynamique du mouvement, quoi. On peut penser aussi, bon, disons, au rôle des chansons, notamment dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, donc au rôle de la chanson bon, Baraye, bon, qui est une chanson justement qui avait été faite à partir de quoi? À partir des tweets, quoi, des tweets où tous les gens disaient à la fois, disons, ce qu'ils refusaient du régime et en même temps ce qu'ils voulaient eux-mêmes pour l'avenir, quoi. C'est pour ça que la chanson s'appelle Baraye, c'est-à-dire bon, à la fois à cause d'eux, mais aussi pour, quoi. Donc à cause de, pour toutes les, disons, toutes les horreurs dont notre société est victime, et ça va un peu, disons, des interdictions de s'embrasser dans la rue, au sort des enfants afghans, au sort des arbres, au sort de la végétation, au sort des chiens, et ainsi de suite, quoi. Et puis, en même temps, bien sûr, ce à cause d'eux se transforme en pour, à savoir, bon, pour, effectivement,
effectivement, bon, disons, pour un monde où on puisse aller danser dans la rue, pour un monde, pour un monde voilà, de liberté et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, bon, je crois que bon, il faut d'abord prendre en compte cette espèce ça joue, je pense, de plus en plus, de plus en plus. Enfin, non, ça a toujours joué parce que bon, on peut penser au rôle des symboles révolutionnaires. Ça a toujours été très important dans les révolutions du passé, mais très souvent, précisément, bon, ils ont organisé par en haut, quoi. Dans la Révolution française en 89, en 1848, voilà, le pouvoir organisé des espèces de grandes fêtes, de grandes festivités, en quelque sorte, où voilà, le peuple se montrait à lui-même, quoi. Or, bon, on voit bien que dans les mouvements récents, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que précisément, c'est contre le pouvoir que des gens organisent une espèce de vitesse de circulation, un petit peu des mouvements, des images, des paroles par lesquelles, disons, au fond, le mouvement est indissolublement, en même temps, on peut dire, bon, politique et esthétique, quoi. Bon, alors bien sûr, après ça, il y a aussi tout un le travail de reconfiguration dont vous parlez, à savoir que voilà, il y a un travail qui rend présent, on peut dire, ces moments dans notre moment, dans notre temps présent, quoi. Et un travail esthétique, là encore, pas au sens où il s'agirait d'embellir les mouvements, quoi, mais un travail esthétique au sens où il s'agit de leur construire un temps. Et c'est un travail paradoxal parce que finalement, je crois que ce qui est important, c'est de voir que, oui, un mouvement émancipateur est toujours un mouvement à contre-temps, et toujours un mouvement de brèche dans le temps, de rupture du temps, quoi. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on peut, au fond, construire pour les maintenir présents un temps qui est en même temps un temps des ruptures du temps, un temps des brèches du temps, quoi. C'est pour ça que bon, quelquefois, c'est pas si facile, disons, de parler du passé, parce que précisément, on essaye en quelque sorte, de supprimer la distance. Mais supprimer la distance, c'est supprimer aussi la façon dont ce temps d'émancipation faisait contre-temps en son temps, quoi. Bon, je m'arrête là parce que je parle trop, Sí. excusez-moi. No, de hecho, yo haré solamente una última pregunta. Habíamos preparado más, pero creo que ya tenemos una distribución muy poco igualitaria del tiempo en el uso de la palabra, que creo que yo ya he hablado bastante, así que hago una última cuestión también para no suprimir la distancia, no suprimir el ECA. Quizás esta última pregunta introduce, bueno, cierta tensión o quizás elementos que yo he leído en su trabajo que no forman parte a lo mejor de una intencionalidad desde sus primeros escritos para mí, no lo que usted haya querido hacer, porque él dice que nunca ha hablado de eso. Pero justamente la gente que nos dedicamos a la filosofía, lo que hacemos es intentar estirar aquello que ha sido dicho y llevarlo a otro lugar y habitarlo de otras maneras, ¿no? Pero en El Maestro Ignorante, por ejemplo, que es un libro publicado en 1987, y luego en las distintas, yo diría, atraviesa prácticamente todo su trabajo de otras maneras y no necesariamente con ese nombre, pero yo creo que está muy presente la importancia que tiene el deseo en los procesos emancipatorios. No solo la necesidad, que también, por supuesto, sino el deseo. Y el deseo evidentemente no ha sido abordado en su trabajo desde un marco psicoanalítico, ¿no? Sino más bien entendido como ese entrecomplejo que nos empuja a darnos forma. Y en ese contexto, cuando diversos pensadores y pensadoras también contemporáneas sostienen la hipótesis, ¿no?, de que los modos de producción del tardo capitalismo son necropolíticos, y en ese sentido estaríamos viviendo una depresión del deseo, no solo una época de agotamiento de la imaginación y de los discursos del fin, sino una extenuación del deseo, que dificulta mucho nuestra capacidad para imaginar, para crear, para subjetivar ese tiempo que no tenemos. Y lejos de intentar preguntarle su acuerdo o no con estas afirmaciones, no, mi interés no es policial, ni de identificación, ni de definición, ni de delimitación, pero sí me interesa mucho ese debate que se abre y las consideraciones que usted podría hacer, que creo que ha intentado habilitar un espacio diferente para pensar en torno a eso que ahora estoy nombrando aquí como deseo y que quizás necesita otro concepto, no lo sé. También suspendo
digamos, esa asignatura o quizás cierto peso que tiene, sobre todo cuando consideramos que para usted el problema quizás no es tanto lo que nos engaña, sino precisamente cómo configurar estas escenas de lo posible. Y en ese sentido quería preguntarle qué lugar ocupa el deseo desplazado o al menos el écart, ¿no? Esa distancia con cierto cuadro que usted ha desarrollado en su pensamiento. Y tenía muy presente aquello que dice Marie-José Monsain cuando afirma que todo control de la imagen es un control del deseo, pensando que la imaginación es también, o ha sido definida ahora hacia otra tentativa, ¿no? Pero también como esa capacidad de crear imágenes, en donde imágenes evidentemente no es lo visible, sino como a mí me gusta entenderla como aquello que puede introducir una posibilidad en el mundo. Entonces, ¿qué lugar tiene ahí el deseo en esos procesos de transformación? Ok. Oui. Bon, vous avez fait référence au travail de Marie-Josée Monzin, qui est un travail qui, sur l'image, on peut dire l'image en tant que l'image est objet ou support, au support du désir. Et bon, elle fait une distinction, on peut dire, entre deux sortes, comme elle travaille beaucoup à partir de, disons, de la théologie chrétienne. Elle fait une espèce d'opposition entre deux sortes, en quelque sorte, d'images. L'une qui est, bon, disons, l'image de l'incarnation, qui justement, disons, n'accomplit pas le désir, mais au contraire le relance, et puis l'image incorporation, où véritablement, disons, on est comme saisi en quelque sorte, obligé à un travail d'incorporation dans un corps collectif. Bon, moi, j'ai jamais parlé en termes de désir, effectivement, quoi. C'est-à-dire parce que, effectivement, quand vous parlez du maître ignorant, on peut penser aussi à la nuit des prolétaires. Pour moi, le concept central, c'est pas le concept de désir, c'est le concept d'émancipation. Alors l'émancipation, c'est pas quelque chose qui s'adresse en quelque sorte à un objet du désir. L'émancipation, c'est quelque chose qui ça s'adresse à une volonté, de transformation sensible, de transformation de soi et de transformation en même temps, en quelque sorte, du monde sensible auquel on participe, quoi. La définition de l'émancipation, qui est pour moi assez proche de celle de l'imagination, c'est l'émancipation, c'est le fait de se rendre capable de ce dont on n'était pas capable, de ce dont on n'était pas considéré comme capable, quoi. Bon. L'émancipation ouvrière, ça veut dire c'est les ouvriers qui se rendent capables de ce dont on considérait qu'ils n'étaient pas capables, quoi. Et au fond, c'est la même chose pour les ouvrier acteur de Pedro Costa dont je parlais tout à l'heure, quoi. Donc c'est ça, disons, l'émancipation. Bon, ce qui veut dire effectivement une espèce d'écart par rapport à une vision, peut-être Marie-Josée Monzin effectivement essaye de traquer en quelque sorte une espèce de prise du désir en quelque sorte dans l'objet offert, quoi. Pour moi, non, une image en ce sens, c'est pas un objet de désir. Une image, c'est un fragment d'un monde sensible, quoi. Et bon, c'est bon, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc pour moi, effectivement, ce qu'on a considéré comme le spectacle, la prolifération un petit peu du visible, c'est pas une espèce de capture du désir, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt quelque chose comme de dire vous n'avez rien à désirer, quoi, de le régime dominant de l'image, de même qu'il dit il n'y a rien à savoir de plus que ce que je vous montre, quoi. Il dit il n'y a rien à désirer de plus que finalement ce que je vous montre moi, quoi. Donc si vous me permettez disons un petit passage autobiographique, je suis venu, je trouve que je suis venu il y a peut-être une douzaine d'années une fois à Barcelone et j'avais annoncé comme thème de conférence la méthode de l'égalité. Bon, très bien, donc je viens à Barcelone pour parler de la méthode de l'égalité. Je sors de mon avion, j'arrive dans un aéroport de Barcelone, couvert de couleurs éclatantes et avec, disons, au centre disons un mot écrit en lettres énormes et répété partout, qui était désigual. Voilà. Voilà. Bon, il est évident que à l'époque, je savais même pas ce que c'était que désigual, quoi. Donc je l'ai pas pris, disons, pour une invitation à consommer, aller dans les boutiques désiguales à Barcelone. Je l'ai pris plutôt comme une espèce de signe qui m'était lancé, quoi.
À savoir, voilà, donc nous sommes les maîtres du visible, quoi. C'est nous qui décidons, et en quelque sorte notre mot est un emblème, quoi. Nous, les maîtres du visible, les maîtres de la marchandise, les maîtres du monde. Donc, d'une certaine façon, on peut dire les militants de l'inégalité. On te dit que vraiment ta petite histoire de méthode de l'égalité, tu peux la remballer et reprendre l'avion pour rentrer chez toi, quoi. Voilà, bon, pour moi, c'est ça qui me paraît important et au fond, je crois qu'on peut suivre à travers les transformations de la publicité. Quoi. La publicité, il y a un temps où on vous disait ça vous séduit, mais la publicité, ça n'a plus rien de séduisant maintenant. La publicité dit simplement, voilà, on est les maîtres, on a la maîtrise de l'espace. Donc c'est quelque chose un peu comme ce que Debord disait comme à propos du spectacle, disons du spectaculaire concentré. Le spectaculaire concentré, c'était pas la marchandise, c'était la photo du politburo disons de l'Union soviétique. C'est-à-dire, voilà, disons finalement l'image en quelque sorte, l'image c'est un mur. Un mur, on peut dire, là, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus à voir, il n'y a rien de plus à désirer. Quoi. Donc effectivement, je dirais que par rapport à ça, moi, ce qui m'intéresse effectivement, au fond, c'est comment on peut desserrer, comment on peut en quelque sorte disjoindre ce mur. Quoi. Donc pas lutter contre, disons, une séduction qui est inexistante, mais plutôt effectivement essayer comme de faire des brèches, encore une fois, dans ces murs qui nous disent que il n'y a rien à voir, il n'y a rien à savoir, qu'il y a simplement que à suivre. Quoi. Et d'une certaine façon, bon, je reprendrai un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de Erdem Gunduz sur la place Taksim, quoi, à savoir peut-être que par rapport à ce mur, en quelque sorte, ce mur du régime dominant de l'image, il faut créer quelque chose comme des contre-champs, quoi, comme des contre-champs. Bon, après ça j'ai fini, quoi. Voilà, dernière, disons type d'image qui m'a intéressé récemment, c'est, disons, l'image d'un film iranien qui s'appelle Chroniques de Téhéran. Donc, ces Chroniques de Téhéran, c'est donc comme neuf petits épisodes, comme 9 petits courts-métrages qui sont mis à la suite les uns des autres, où à chaque fois, disons, il y a quelqu'un qui demande quelque chose, et puis en face, en quelque sorte, d'un mur qui lui dit non, c'est pas possible. Bon, il y a le père qui vient, disons, pour faire donc enregistrer son fils, le nom de son fils. Alors, on lui demande c'est quoi le nom, et il dit David. On lui dit David, c'est pas possible. On peut pas appeler un enfant David dans la République iranienne. Et bon, et puis il y a toutes sortes de choses comme ça. Bon, disons un chauffeur qui vient essayer de récupérer son permis, un cinéaste qui essaye, de faire valider son projet de film, et bien sûr, on lui explique en large que c'est pas possible, quoi. En même temps, ce qui m'intéresse dans ces films, c'est le dispositif qui a été adopté. À savoir le dispositif où tout ce qu'on voit, ce sont précisément ces gens qui viennent exprimer leur désir ou leur souhait, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, le mur qui vous renvoie, qui dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on est les maîtres, il est en quelque sorte mis hors champ, quoi. Et il reste donc en quelque sorte, on peut dire, ces images de gens qui à la fois, bon, on peut dire, regardent en quelque sorte ce mur qui leur dit tu peux rien faire, et puis nous regardent en même temps, quoi. Et en un sens, bon, disons, je pense que ces 9 petits épisodes un peu insignifiants, ils construisent quelque chose comme ce que j'appelle une scène, quoi. C'est-à-dire pas simplement un récit, un ensemble d'images, mais au fond le lieu même où ces images prennent sens, quoi. C'est-à-dire elles construisent quelque chose comme le lieu d'une redistribution des positions dans le visible. Ils construisent en quelque sorte comme un espèce de fragment d'un autre monde possible. Bon, voilà ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Yo me permitiré solamente decir de dónde viene mi idea que hay una importancia del deseo en o donde yo lo he leído, que justamente hay una parte al inicio del Maestro Ignorante que dice se podía aprender solo, yo lo cito, Oui. sin maestro explicador cuando se quería o por la tensión del propio deseo. La tensión del propio deseo o la dificultad de la situación. Y ahí es donde a mí se me abría la posibilidad para entender otras formas del lugar del deseo que no fuera solamente eso, un objeto de deseo o la proyección de un deseo, sino quizás habitarlo de otra manera. Muchísimas gracias. Abrimos la... sí.
Nosotros estamos cegados por la luz, así es que aquí amablemente hay alguien que tiene un micro y que para quien pida la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación, Andrea, y muchas gracias, Foncier. Yo les quería preguntar que si consideran que es importante introducir diría que desde muchos puntos de la conversación que acaban de tener, sería interesante introducir esta cuestión, que sería la cuestión de la historicidad. O sea, cómo pensar la historicidad nos puede permitir precisamente el proceso de rematerialización. Un momento. Non, Oui, ça marche pas. Non, ça marche pas, mais bon. Manon? Ouais. Bon. Non. Bon. Je peux répéter en français. Hein. Oui. Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. ¿Sí? Vale. Gracias. Mais je n'ai pas entendu la traduction de la question. Ah. Ok. Bueno, sencillamente quería preguntar si les parecía importante en este proceso de rematerialización, que no puedo evitar ver ahí algo de la reterritorialización, pero bueno, la cuestión de la historicidad, si es importante en muchos puntos, en el punto del deseo, en el punto de pensar otros tiempos, en el punto de... perdón, es que lo apunté. Sí, en el punto precisamente de cómo incluso volver a Chekhov, pienso que está muy presente la cuestión de la historicidad y quería saber qué pensaban sobre eso. Oui, concernant Tchekhov, je suis pas absolument sûr, si vous voulez. Bon, ce qui est présent chez lui, c'est la mémoire du servage, quoi. La mémoire du servage est bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est précisément ça, disons ça. En quelque sorte, ça instruit en quelque sorte sa vision, en quelque sorte, de la servitude. C'est-à-dire que la servitude, c'est pas les coups. C'est pas les coups, mais la servitude, c'est l'intériorisation des coups, quoi. Et au fond, il y a une espèce de, comment dire, d'historicité, qu'on peut dire, justement, des coups, quoi. C'est-à-dire que les serfs, les serfs ont reçu les coups des maîtres. Disons, les serfs, bon, une fois rachetés, une fois libérés, en quelque sorte, ont continué la tradition, à savoir ils ont tapé leurs enfants en quelque sorte comme en compensation puis en mémoire des coups qu'ils avaient reçus, quoi. Et puis après, éventuellement la génération après, en quelque sorte, bon. Disons, les coups sont devenus quelque chose qui est bon, qui est intériorisé, quoi. Donc c'est ça effectivement, je dirais, qui fait l'originalité de Tchekhov par rapport au grand maître, disons, de la littérature de son temps, qui voit les choses précisément en quelque sorte une espèce de grande perspective historique, mais historique d'un autre genre. Bon, c'est-à-dire Tchekhov, c'est pas Tolstoï, quoi. Tolstoï, il repart, bon, il refait toute l'époque napoléonienne, il remet en scène toute une société. Tchekhov, lui, il fait tout à fait quelque chose d'autre chose. Il prend finalement quelques signifiants, bon, extrêmement matériels en quelque sorte de la servitude, quelques signifiants matériels, on peut dire de la domination, et bon, il voit la façon dont ça continue à travailler dans le présent, quoi. C'est-à-dire que dans ces récits précisément, il y a des gens qui pourraient à un moment donné changer de vie. Bon, il y a et puis pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce que, encore une fois, il y a cette espèce de mémoire des coups qui a fait une sorte d'habitude, ce qui fait que pour s'en aller, pour franchir le pas, il faudrait avoir finalement tout un autre système d'habitude corporelle, quoi. Bon, Tchekhov, à sa manière, est un penseur de l'habitus, mais peut-être d'une manière plus intéressante que les penseurs de l'habitus actuels. Voilà, bon, ce que je pourrais dire. Justement, l'historicité, justement, elle doit toujours, en quelque sorte, pour être intéressante, arriver à s'incarner,
c'est-à-dire dans des gestes significatifs, des paroles significatives, des images significatives, on peut dire des mouvements, des gestes qui soient significatifs. Je crois que c'est ça le problème, toujours un peu du traitement du passé, quoi. C'est-à-dire retrouver en quelque sorte à la fois les gestes du passé et puis la trace que ces gestes ont produit. Sí, ahí hay otra pregunta, creo. Al fondo hay una persona que creo que levanta la mano. Buenas. Quería preguntar, bueno, primero voy a contextualizar y luego pregunto. Yo investigo desde el arte y desde el diseño gráfico acerca de la cuestión de la imaginación y de los imaginarios utópicos para especies humanas, no humanas y discordantes con esta cronocis heteronormatividad que problematiza también la narrativa lineal del tiempo o sea, bueno, que la problematiza, ¿no? Como parte de las narrativas hegemónicas. Entonces, o sea, como durante la investigación planteaba que la imaginación es necesaria para llegar a esa acción, ¿no? Para accionar. Y leyendo y escuchando sobre críticas acerca de la imaginación, hablaban de cómo la imaginación también es, digamos, como así a nivel metafórico, una especie de recipiente en el que, si yo bien la entiendo como no algo rígido y permanente, sino como algo flexible y que siempre se puede permear, sí que tiene como, digamos, como unos límites, ¿no? Como que hay veces que no podemos imaginar más de lo que ya nos ha sido dado de alguna manera. Entonces, entendiendo que la imaginación es una herramienta importante, pero quizá puede que no sea la única para pensar acerca de estos imaginarios otros o imaginarios alternativos de mundo, ¿qué otras herramientas pueden servirnos además de la imaginación? Gracias. ¿Es posible bajar un poco la luz que nos llega directo a... Gracias. Oui, mais bon, je dirais que, bon, précisément, pour moi, l'imagination n'est pas simplement bon, la production des imaginaires. C'est-à-dire que, précisément, je dirais que l'imagination est quelque chose comme bon, l'essai de construire bon, un autre type de processus dans lequel, finalement, il y a toutes sortes de savoir-faire qui peuvent en quelque sorte entrer. Quoi. Bon, je dirais qu'encore une fois, pour revenir un peu sur tous les mouvements émancipateurs récents, pour revenir aussi sur tout ce qui est lié au mouvement écologique, et choses comme ça, ce qui est intéressant, c'est que, bon, précisément, il ne s'agit pas toujours, disons, d'imaginer au sens de proposer en quelque sorte les bonnes solutions, mais il s'agit plutôt comme d'essayer ce que peuvent toute une série de savoir-faire, toute une série de pratiques qui sont hétérogènes. Donc moi je pourrais pas vous dire voilà quels sont les outils, parce que précisément je dirais que aussi le processus imaginatif est un processus de transformation des outils, quoi. Bon, alors, on pense ce qui a pu se passer dans des lieux comme ça qui étaient occupés dans des combats écologiques. Voilà, bon, je dirais il y a une multitude de savoirs en quelque sorte. Bon, le savoir des paysans, le savoir des géographes, le savoir des biologistes, mais aussi le savoir des militants, toute une série finalement de savoirs en quelque sorte qui doivent se rencontrer pour éventuellement faire avancer les processus d'élaboration d'un monde sensible qui soit différent. Donc. Sí, si alguien me puede ayudar a ver. Sí, acá. Gracias. Sí, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Quiero hacer una pregunta, una curiosidad. Usted conoce seguro al Cornelius Castoriadis. Él hablaba de la imaginación creadora y quería saber si en qué medida lo que usted dice tiene alguna relación con sus conceptualizaciones. Por otro lado, también me gustaría que aclarara o me aclarara a mí, aparentemente la imaginación o la transformación de la imaginación solo es posible como
tarea en movimiento, digamos, en colectiva, algo que se genera a partir de un cuestionamiento emancipador, ¿no? O de una búsqueda emancipadora, ¿no? Bueno, si nosotros no tenemos eso, si esas brechas no se crean, quiere decir que no hay oportunidad para la imaginación nuestra. Bon, il est clair que là, j'ai parlé d'imagination par rapport aux questions d'Andrea, c'est-à-dire par rapport, disons, aux possibilités de transformation de la vie collective que ça implique, aux transformations de la vie collective qu'on a pu voir, qu'on peut voir en général dans les mouvements émancipateurs. Donc, j'ai pas parlé de l'imagination en général. Ce que j'ai dit effectivement qui me semble vrai, c'est que l'imagination, effectivement, c'est cette capacité de faire ce qu'on ne sait pas faire, quoi. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas encore faire. Et bon, ça peut concerner, mais aussi bien, disons, un individu, un artiste, que sais-je, que ça peut concerner, un mouvement collectif, quoi. Il y a quelque chose dans l'imagination comme une sorte, de saut dans l'inconnu, le moment où on cesse en quelque sorte de faire ce qu'il y a à faire, ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, l'imagination n'est pas réservée en quelque sorte au mouvement collectif, mais je dirais, j'ai essayé simplement de qualifier le type d'imagination auquel on a pu avoir affaire dans des mouvements collectifs, c'est-à-dire effectivement des tentatives pour faire ce qu'on savait pas encore faire, quoi. Bon, par rapport à Castoriadis, c'est un peu différent puisque Castoriadis en même temps fait, disons, lui, il fait une théorie un peu de l'institution politique, c'est-à-dire il fait une théorie de l'imagination en tant que, au fond, il demande qu'on retrouve, on peut dire, derrière les institutions, le pouvoir instituant, c'est quelque chose pour mettre en parallèle avec le pouvoir constituant de Tony Negri, je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est une problématique qui est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il essaye de remettre en scène derrière, on peut dire, les institutions de la scène politique, ils font le pouvoir instituant de l'imagination. Mais bon, bien sûr, ça a un rapport, on peut mettre ça en rapport avec ce que j'ai dit aujourd'hui, même si je ne me suis pas inspiré jamais spécifiquement de la pensée de Castoriadis, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a essayé de penser ce rôle de l'imagination dans le politique. No sé si hay otra pregunta. Sí, acá. Gracias. Merci beaucoup. Vous avez parlé du consensus, mais est-ce qu'il y a vraiment un consensus? Parce que, par exemple, il y a des gens qui pensent que le changement climatique n'existe pas. Et aussi, j'ai une autre question. Vous avez parlé de mouvements sociaux émancipateurs, mais qu'est-ce qu'il passe quand quand le pouvoir fait une appropriation de ces mouvements, par exemple aussi avec le climat? Toutes les grandes entreprises parlent du climat, et même les entreprises de pétrole, ils parlent aussi du climat et de l'environnement. Et oui, nous sommes très concernés avec le climat. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Ok. Bon, d'abord, le consensus, ça ne signifie pas que tout le monde est d'accord. Le consensus, c'est pas l'accord de tout le monde. Le consensus, c'est une espèce d'organisation, de régime en quelque sorte, dominant de perception et de signification. Donc, le consensus fonctionne comme, en quelque sorte, machine qui nous dit ce qu'il faut voir, ce qu'il faut penser, même si tout le monde, bien sûr, n'est pas d'accord. Le fait qu'il y ait des gens qui nient la crise climatique n'empêche pas le consensus dominant de fonctionner, quoi. Alors, pour rebondir sur la question justement de la crise climatique, on voit bien très précisément justement qu'il y a comme une espèce de partage, parce qu'en gros, il y a
ce que j'ai essayé un petit peu de décrire en quelque sorte, c'est quelque chose comme une opposition de monde, quoi. Il y a un monde où il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, quoi. Et puis il y a un monde où tout le monde est capable de savoir, quoi. Bon, c'est ce qui est en jeu dans le maître ignorant, c'est ce qui est en jeu dans l'imagination politique. Et il est bien évident que c'est en jeu aussi, bien sûr, par rapport à la crise climatique, c'est-à-dire qu'il y a une mise en forme, bon, consensuelle, dominante, de la crise climatique, à savoir, bon, il y a un problème énorme, ce problème il est mondial, et comme il est mondial, bien sûr, ça échappe complètement aux malheureux qui croient qu'ils vont faire quelque chose en empêchant un aéroport ou une ligne de chemin de fer, quoi. Ça, disons, on dit non, ça c'est quelque chose qui relève, qui relève d'une décision globale. Décision globale, ça veut dire décision des États, ça veut dire décision aussi, bien sûr, disons des puissances capitalistes qui dictent la politique de ces États. Bon, voilà. Donc, bien sûr, il y a deux manières de mettre en quelque sorte en forme, de mettre en scène la question climatique comme effectivement le grand problème qui fait que précisément, disons, on a moins que jamais la capacité, comme individu quelconque, disons, d'y intervenir, ou bien au contraire, on la met en scène à partir effectivement de combats déterminés, comme la capacité de n'importe qui. Una última pregunta, quizás. ¿Eh? Era mi cuestión. Última. Una última pregunta, quizás. Sí, acá. Bonsoir, et je vous remercie de cet exposé. Donc, j'ai juste une seule question. Pourriez-vous clarifier la notion de rematérialisation par rapport aux notions d'imaginaire, symbole et monde visible? Merci. Bon, j'ai dit, ce que j'ai essayé, qu'est-ce que ça veut dire rematérialisation? Oui, ça veut dire redonner leur poids matériel à des situations, à des processus, bon, à des acteurs, voilà, par rapport à une espèce disons, de perception dominante qui fait partie, elle aussi, du consensus, quoi, à savoir que désormais, on est dans un monde sans réalité matérielle. Bon, on sait qu'à quel point certains théoriciens n'ont pas cessé de nous répéter ça, que maintenant il y avait plus de guerre, par exemple, parce que toute la guerre se passait sur des écrans. Mais on sait en même temps que non, la guerre ne se passe pas seulement sur des écrans. La guerre se passe sur des terrains où il y a des gens qui sont tués, des gens qui sont bombardés, voilà. Donc, d'une certaine façon, les images sont là pour redonner matérialité. Mais on peut prendre aussi des exemples un peu plus radicaux. Si je pense, par exemple, aux images qui ont été faites. C'est des images, justement, ça n'est que des images, et ça n'est que du travail d'ordinateur. Je pense le travail qu'a fait Eyal Weizman pour reconstituer en 3D, donc sur ordinateur, au fond, disons des choses dont la matérialité était déniée. Bon, notamment, il a reconstitué en 3D, une prison qui était la prison que Assad réservait à ses, à ses opposants, quoi. Et une prison qui était conçue, c'était beaucoup plus fort qu'ici encore, quoi, enfin que l'ancienne prison d'ici, quoi, oui. Puisque il s'agissait pas seulement de surveiller les gens, il s'agissait de les empêcher de comprendre où ils étaient, de s'orienter même dans l'espace. Donc au fond, il y avait toute une logistique, en quelque sorte, une architecture et du lieu qui faisait que, et puis bien sûr aussi toute une série, disons, de formes de torture, quoi, qui faisait que les gens ne devaient plus être capables de savoir où ils étaient, ne devaient plus être capables de se souvenir jamais de ce qu'ils avaient vécu si jamais ils sortaient, quoi. Et bon, le travail qu'a fait Eyal Weizman, c'est avec des gens qui quand même ont été sortis, d'essayer précisément de reconstituer avec eux cette prison dont en principe il n'aurait pas dû pouvoir se souvenir. Et finalement, il a reconstitué effectivement en 3D, disons, cette prison, quoi. Et c'est ça qu'en même temps, justement, qui est intéressant, c'est, je pense, cette espèce de double aspect, quoi, à savoir, disons, sa reconstitution en 3D,
c'est un travail de l'art, si on veut. Bon, et en même temps, bien sûr, c'est un témoignage à charge pour des procès, éventuellement, de cours internationales de justice. Quoi. Mais en même temps, ça repose sur tout un travail, on peut dire, d'imagination, de travail de mémoire des gens en question. Quoi. Donc voilà, bon, c'est une forme de rematérialisation. Donc, rematérialisation, ça peut vouloir dire effectivement, bon, comme fait Alan Sekula, ouvrir en quelque sorte les containers qu'on voit sur les ports et montrer ce qu'on met dedans, et montrer comment ils circulent sur la mer. Ça peut même éventuellement passer par quelque chose qui est censé être la réalité virtuelle, finalement la réalité immatérielle d'un travail à l'ordinateur. Muchas gracias, merci beaucoup. Muchísimas gracias. Pido disculpas también, como queda grabado, a todas las personas que no pudieron entrar. Agradezco a las personas que nos están viendo a través de una pantalla aquí al costado en streaming. Es muy difícil hablar de otros mundos comunes y de otros mundos posibles en medio de todas las crisis que estamos y de un genocidio que está ocurriendo hoy, que se está cometiendo aquí al costado nuestro. Así es que muchísimas gracias, pero quizás por lo mismo es más urgente y más necesario que nunca imaginar. Buenas noches. Yes.